Mesdames et messieurs, bonjour. Le public arrive au fur et à mesure, il fait beau. J'imagine que tout le monde a voulu prolonger le petit déjeuner peut-être à l'extérieur, mais on doit commencer parce qu'on a un emploi du temps assez chargé à tenir. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette 13e édition du Festival international des écrits de femmes, consacré cette année à la question du désir, du plaisir et des sexualités. Que de chemin parcouru depuis la première édition du Festival international des écrits de femmes qui a eu lieu en 2012, presque jour pour jour, ici même, avec comme objectif, qui n'a pas varié depuis maintenant 13 ans, de valoriser la place et le rôle des femmes dans les grands mouvements de l'histoire et de la culture. Depuis 2012, on ne peut que se réjouir de voir que d'autres initiatives ont vu le jour en France et en Europe, aussi bien d'ailleurs sur des domaines littéraires qu'artistiques et musicaux. On a vu aussi le monde de l'édition prendre en compte cette question de la place des femmes et des écrivaines dans leur catalogue. Parfois, certains éditeurs pour créer des collections dédiées au matrimoine. Je salue ici nos amis des éditions Talent Haut qui ont notamment créé cette collection qui s'appelle Les Plumées, où vous pourrez découvrir notamment les textes de René Dunant, dont vous parlera tout à l'heure Camille Koskas. Et je pense aussi à des éditeurs plus institutionnels et traditionnels qui ont enfin accepté d'ouvrir des collections historiques aux écrits de femmes. Je pense notamment au travail qui est mené dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard, où vous pourrez notamment découvrir les textes de Griselidis Réal que Coralie Zaonero vous lira ce soir. De même, on ne peut que se réjouir du fait que de nombreuses pétitions qui ont été lancées depuis maintenant de nombreuses années réclamant à l'Éducation nationale de faire une place aux écrits de femmes dans les programmes aient été entendues, ces pétitions. Il ne devient désormais plus exceptionnel de trouver des écrits de femmes au programme du baccalauréat et au programme de l'agrégation, jusqu'à d'ailleurs faire entrer la littérature contemporaine. Et je dois ici saluer l'engagement des membres du jury qui choisissent les programmes, qui ont choisi depuis maintenant 2 ans de mettre au programme du baccalauréat la poésie d'Hélène Dorion, poétesse contemporaine québécoise, donc s'ouvrant en même temps à la francophonie. Le fief, du coup, aurait-il perdu sa raison d'être ? Alors je crains que sur ce sujet, comme sur d'autres, il ne faille se rappeler les mots de Simone de Beauvoir, rappelés par Gisèle Halimi, rappelés par Benoît de Groult, rappelés par Michel Perrault. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. J'évoquais à l'instant justement cette place faite aux écrits de femmes dans les programmes de l'éducation nationale. Alors il est vrai qu'il y a eu des progrès puisqu'on est passé de 3,7% des auteurs étudiés dans les manuels de littérature à 5%. C'est bien, mais je pense qu'on peut quand même faire mieux. Et quand on regarde la question des manuels de philosophie, là, on plafonne à 0,7% de femmes étudiées dans les cours de philosophie. Et je n'ose même pas parler de la place des femmes dans les cours de sciences, qui est quasiment nulle. Que dire, et de façon plus inquiétante, des régressions qui ont lieu actuellement et qu'on observe dans certains pays qui étaient pourtant à la pointe sur les questions de parité, d'égalité, d'études de genre et de Women's Studies. Je pense notamment aux États-Unis. Depuis la réélection de Donald Trump, l'organisation non gouvernementale PEN America, a identifié pour la seule année 2024 plus de 10 000 tentatives de censure d'ouvrages dans des bibliothèques publiques, ayant abouti, je cite le chiffre exact, à l'interdiction de 6 870 ouvrages pour la seule année scolaire 2024-2025. Ainsi, par exemple, dans le district de l'Utah, dans le district d'Alpine, 52 livres ont été bannis parce qu'ils contenaient, dit-on, du sensitive materials, entendez des sujets sensibles. Et je ne vous étonnerai pas en vous disant que sur ces 52 ouvrages interdits, 39 étaient écrits par des femmes. Parmi les 10 autrices ou les 10 auteurs les plus censurés au niveau national, là je parle de tous les États-Unis, 7 sont des femmes, au premier rang desquelles Margaret Atwood pour La Servante écarlate. Mais je pourrais ici citer parmi les autrices interdites aux États-Unis ou effacées en tout cas des bibliothèques publiques, Toni Morrison, Harper Lee, Alice Walker, Maya Angelou, Chimamanda Adichie, Françoise Sagan
Émilie Brontë, Marjane Satrapi et des autrices moins connues parce qu'elles sont spécialisées dans les littératures de jeunesse ou adolescentes. Je pense à Jodi Picoult, à Patricia McCormick ou Hélène Hopkins, dont quasiment tous les ouvrages ont été enlevés d'un grand nombre de bibliothèques publiques. Leur tort à toutes ces autrices, eh bien, c'est de parler de sujets qui ne plaisent pas, les différences ethniques, des sujets liés à la communauté LGBT et surtout, des thèmes liés à la sexualité, sujet qui va nous occuper pendant 2 jours, puisqu'en effet, la plupart des ouvrages qui sont visés par cette interdiction, 60% d'entre eux, le sont parce qu'ils sont qualifiés de pornographiques. Pornographiques par des associations familiales qui portent généralement le combat auprès de ces bibliothèques qu'elles voudraient propres pour leurs enfants. Alors, de quels ouvrages parle-t-on ? Est-ce qu'on parle d'Histoire d'eau de Pauline Réage, qu'évoquera cet après-midi Alexandra Destay ? Est-ce qu'on parle de Julie où j'ai sauvé ma rose, de Félicité de Choiseul-Meuse, dont nous parlera tout à l'heure Nicolas Deriot ? Est-ce qu'on parle des ouvrages de Nelly Arcan, auxquels nous rendrons hommage demain, ou encore de Marie Nimier, présente parmi nous, ou de Sarah Chiche, qui arrivera dans la journée ? Eh bien, vous serez sans doute aussi surpris que moi en apprenant que parmi les ouvrages qualifiés de pornographiques, on trouve le journal d'Anne Frank. Car figurez-vous qu'Anne Frank, il lui est reproché posthumément d'évoquer beaucoup trop clairement sa curiosité adolescente à l'égard de la sexualité. Anne Frank, au rayon porno, qui l'aurait dit ? Colette, qui avait affronté à plusieurs reprises la censure, avait nommé le type même du censeur le gendarme retraité de Rueil. C'est lui qui écrivait des lettres aux journaux pour la censurer. Alors aujourd'hui, on peut dire que le gendarme retraité a repris du service, du galon, et même qu'il a pris le pouvoir. Alors quand on relit aujourd'hui certains textes, comme vous inviteront à le faire tout à l'heure Alice Béja et Léa Gauthier en particulier, des textes d'américaines du 19e siècle, Emma Goldman ou bien Voltairine de Cleyre, quand on découvre, comme le fera Cornelia Moser tout à l'heure, l'œuvre pionnière et engagée de Joan Nessel, une autre américaine, eh bien on est saisi de vertige devant l'ampleur et la profondeur de la catastrophe et de la régression. Qu'un écrivain, qui plus est une femme, une écrivaine, ose parler de désir et pire encore de plaisir, qu'elle revendique par l'écriture son droit à disposer librement de son corps, voilà le véritable scandale pour les mouvements réactionnaires qui veulent aujourd'hui aux États-Unis effacer des catalogues des bibliothèques les noms, les œuvres de milliers, car je parle bien de milliers d'écrivaines. Alors vous me direz, tout ça, ça concerne les États-Unis, l'Europe, on est quand même préservé de tout cela, et surtout en France, la patrie de la liberté d'expression. Bien, je vous rappellerai quand même qu'il n'y a pas si longtemps que cela, des associations dénoncer en Europe, en Hongrie, dans la Hongrie de Viktor Orban, des mesures gouvernementales prises pour intervenir dans les textes étudiés dans les manuels scolaires. Je vous rappellerai qu'en France, des associations de bibliothécaires ont alerté sur l'intervention ou l'interventionnisme de certains maires dans certaines municipalités dans le choix des commandes de livres pour les bibliothèques. Ne voit-on pas aujourd'hui certaines puissances d'argent dont l'idéologie ne se cache plus, racheter des maisons d'édition, racheter des journaux et même investir dans des festivals littéraires et culturels ? Ici, une coupe budgétaire, là-bas, une baisse de subventions, c'est parfois aussi efficace qu'une interdiction. Et puis, il y a un danger beaucoup plus sournois, les algorithmes. Les algorithmes froids et anonymes, ces seigneurs impitoyables d'Internet. Je vais vous prendre un exemple, puisqu'il y a 2 jours, je publiais sur un réseau social dont je tairai ici le nom pour ne pas lui faire de publicité. Je faisais un post pour annoncer la publication de Camille Koskas, dont j'ai évoqué le nom à l'instant, et qui, avec Romain Henriquez, ont publié il y a quelques mois, peut-être 1 an, une anthologie tout à fait indispensable que je vous recommande, qui s'appelle Écrits érotiques de femmes, qui nous a beaucoup servi pour préparer cette édition. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je reçus le lendemain matin de ma publication ce message « Bonjour Frédéric, votre poste ne respecte pas nos politiques de communauté professionnelle concernant le contenu destiné aux adultes. Votre contenu a donc été supprimé et personne d'autre ne peut vous y accéder. » Suivi de la menace. Créer plusieurs fois du contenu qui n'est pas conforme à nos politiques de communauté peut entraîner des limites d'accès aux fonctionnalités et des restrictions sur votre compte.
Difficile de dire si ce qui a choqué l'algorithme, c'est le mot pornographique, car en effet, Renée Dunant est la première femme à avoir écrit un roman pornographique au XXe siècle, ou bien si c'est la pointe d'un sein qui apparaissait sur la couverture de l'anthologie reproduisant un tableau du XVIIIe siècle. Je n'ose imaginer ce que ce réseau social ferait de la photo de Colette dans la chair qui dévoilait un sein nu. Alors oui, beaucoup de chemin a été parcouru, c'est vrai, mais à mon avis, la route est encore longue. Il faudra donc être plus que jamais vigilant. Je tiens donc à remercier en ouverture de ce festival tous celles et tous ceux qui nous permettent de demeurer cette vigie ici au Pays de Colette et d'accueillir depuis 13 ans une cinquantaine d'autrices et d'auteurs venus de la France, d'une partie de l'Europe, parfois d'ailleurs de bien au-delà, et de proposer le temps d'un week-end des conférences, des tables rondes et des lectures gratuites pour toutes et pour tous. Je vais me livrer à ces remerciements parce que j'y tiens. Je sais que pour vous, c'est pas toujours, ça paraît un peu protocolaire, mais ça me paraît important. Remercier la Direction régionale des affaires culturelles qui, grâce notamment à sa conseillère livre et lecture, Sylviane Jourdeuil, nous permet de maintenir cette manifestation. Le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes qui est très présent également depuis la naissance du festival. Et je salue la présence parmi nous d'Emmanuel Cugurneau. Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui est là à nos côtés depuis 2012 et je salue la présence parmi nous de sa conseillère régionale Isabelle Poifol-Ferreira. Le Conseil départemental de Lyon et sa vice-présidente qui n'est pas parmi nous mais qui nous soutient assidûment, Isabelle Froment-Meurice, mais qui est représentée, je ne l'ai pas vue, mais je crois qu'il doit être représentée par Marianne Blivet qui est peut-être parmi nous, je ne l'ai pas saluée encore, et nos conseillers départementaux, la commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye, je salue la présence du maire Johan qui avec ses équipes autour de Patrick Blanchard ont beaucoup œuvré pour préparer cette salle, préparer votre accueil, rendre visible le festival dans les rues du village, ainsi que les équipes du musée Colette sous la direction de Samia Borgi. Nos partenaires de la Fondation La Poste et de la Fondation Michalski, ainsi que nos partenaires de la presse, Teva, TV5 Monde, Lyon Républicaine, l'Obs, Le Monde, Ici Auxerre et France Culture. Le FIEF ne pourrait pas non plus exister sans l'investissement de toute l'équipe de la Maison de Colette, au premier rang desquels Caroline Bourran. Alors Caroline, ça fait partie de ces personnes de l'ombre, mais les auteurs et autrices qui sont là sont en contact régulier avec elle et si elle n'était pas là, présente à chaque moment, tout cela ne serait pas possible. Et évidemment, ce festival ne serait pas possible sans la présence des autrices et des auteurs qui nous accompagnent. Plus de 500 autrices et auteurs sont venus ici à Saint-Sauveur pour participer au festival depuis sa création. C'est une chance. Ça a créé au fur et à mesure des années une communauté, j'ose dire, en tout cas des liens d'amitié qui se perpétuent avec le temps et qui donnent naissance à des projets, ce qui est sans doute notre plus grande fierté. Je les remercie les uns et les autres parce qu'il faut que vous ayez conscience, eux ne vous le diront pas, mais moi je vous le dis, chacune a préparé pour vous une communication originale, que ce soit les chercheurs ou chercheuses qui viennent ce samedi, que ce soit les comédiennes, Sabine Audepin qui nous accompagne toutes ces années, ou bien par exemple Coralie Zaonero de la Comédie Française ce soir. La lecture que vous allez entendre a été faite spécialement pour vous, pour Saint-Sauveur-en-Puisaye, de même que les tables rondes, donc je les en remercie. Merci aussi à Chantal Bigot qui me supporte depuis 35 ans et qui a été mon guide quand j'avais encore 16 ans dans ce vaste et passionnant dédale des écrits de femmes. Je terminerai en laissant la parole à Colette. Colette disait « Moi, c'est mon corps qui pense ». Elle prête ses paroles à un de ses personnages, Annie, dans La retraite sentimentale. Alors, pendant 2 jours, nous serons toutes et tous à l'écoute de ces corps, pensants, désirants, sentant, des écrivaines, des romancières, des poétesses, des chercheuses et des chercheurs, des philosophes, des historiennes, des linguistes, des psychanalystes, des sexologues, des comédiennes, qui vous inviteront pendant 2 jours sur les chemins sinueux, parfois secrets du désir. J'espère qu'ils vous donneront à toutes et à tous l'envie de découvrir toutes ces autrices dont on va parler et bien sûr leurs œuvres. Je terminerai par ces mots tirés d'un roman qui a été très important pour moi, La Vagabonde, puisque c'est par ce roman que je suis entré dans l'œuvre de Colette. Je laisse à chaque lieu de mes désirs errants 1000 et 1000 ombres à ma ressemblance, effeuillées de moi. Celle-ci sur la pierre chaude et bleue des combes de mon pays, celle-là au creux moite d'un vallon sans soleil, et cette autre qui suit l'oiseau, la voile, le vent et la vague. Tu garderas la plus tenace,
une ombre nue, onduleuse, que le plaisir agite comme une herbe dans le ruisseau, mais le temps la dissoudra comme les autres, et tu ne sauras plus rien de moi jusqu'au jour où mes pas s'arrêteront et où s'envolera de moi une dernière petite ombre, qui sait où? Eh bien peut-être ici, à Saint-Sauveur. Bon festival à toutes et à tous. Merci. Je vais demander à un fidèle soutien du festival, Anne Popper, éminente médiéviste, qui nous a aidé à préparer notamment toute cette première partie du festival, de venir vous présenter les premières intervenantes, et notamment Corinne Pierreville, que j'invite à rejoindre la scène, si j'ose appeler ça une scène.